Dans le cas de Saturne, Uranus et Neptune, on n'a pas malheureusement de mesures de ce genre, mais par contre, on a un élément qui peut servir de test, qui est le méthane. Et le méthane, comme vous allez le voir, on le mesure dans les spectres. Et là aussi, donc, on est capable de mesurer l'enrichissement et de le comparer aux valeurs attendues. Et là aussi, l'accord est très bon. Ça, c'est une figure assez connue qui illustre justement cet enrichissement dans le cas de Jupiter. Ce sont les mesures de la sonde Galileo pour les différents éléments que vous voyez listés en bas. Alors, il y en a 3. Alors, la ligne 1, c'est celle qui correspond aux abondances solaires, ce que vous auriez, si vous voulez, s'il n'y avait pas d'enrichissement. Ce qui est mesuré en haut, c'est tous les points pour lesquels vous voyez qu'on se trouve entre 2 et 4 d'enrichissement. Et puis, il y a 3 points en dessous qu'on explique par des processus différents, spécifiques. Dans le cas de l'hélium et du néon, il y a une condensation à l'intérieur de la planète. Et puis, dans le cas de l'eau, de l'oxygène, c'est un phénomène de météorologie, en quelque sorte, lié à la circulation dans l'atmosphère de Jupiter. Mais vous voyez que ceci est une démonstration, je pense, assez convaincante de la validité du modèle. Alors, pour les autres planètes, je vous ai dit qu'on n'avait pas accès à ces données-là, donc on utilise le méthane. Et ce que vous voyez là, c'est un spectre du méthane dans l'infrarouge proche. Alors, vous avez Jupiter, Saturne, Titan, Uranus et Neptune. La figure du dessous, c'est ce que les mesures ont été faites depuis le sol, depuis la Terre. Donc, vous avez un spectre d'étoiles pour montrer l'endroit où la Terre, l'atmosphère de la Terre est opaque, et l'endroit où on peut observer. Et puis en dessous, vous avez un spectre de laboratoire du méthane, avec une très grande quantité de méthane. Et ce qu'on voit au premier coup d'œil, en fait, c'est que l'abondance du méthane augmente, particulièrement clair sur Uranus. Et rien qu'avec ces mesures-là, on voit que la quantité du méthane par rapport à l'hydrogène augmente de Jupiter à Uranus. D'autres mesures plus précises ont été faites depuis. Alors, autre conséquence du système, du modèle de formation qu'on peut tester, ça concerne les satellites et les anneaux des planètes géantes. Il faut voir un petit peu ce mécanisme de chute du gaz autour du noyau comme une espèce de mini-système solaire, si vous voulez. Vous avez un petit système solaire en miniature, là. Vous avez un noyau de 12 masses terrestres. Le gaz qui s'effondre, il va s'effondrer en un disque. Et c'est dans ce disque que vous allez former une grande quantité de satellites. C'est ce qu'on appelle les satellites réguliers dont je parlais au début. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est à proximité de la planète? Eh bien, ces satellites ne peuvent pas survivre parce que les effets de marée sont trop forts. Et donc, c'est ça l'origine des anneaux. Les anneaux, en fait, ont pour origine une destruction des petits satellites qui sont à proximité, ce qui veut dire qu'en fait, les anneaux ont des durées de vie assez courtes. Donc, encore une fois, c'est la présence des systèmes d'anneaux et des satellites réguliers va parfaitement dans le sens du modèle de formation des planètes géantes qui vous a été exposé. Alors, au passage, il faut signaler que ces anneaux et ces satellites ont une étonnante diversité. En fait, il n'y a pas de satellite pareil et il n'y a pas de système d'anneaux pareil. Je vais vous en donner un petit exemple ici. Bon, vous connaissez très bien les anneaux de Saturne, c'est un système, c'est peut-être le plus bel objet du ciel. Enfin bon, on peut en discuter, mais personnellement, je serais assez d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces anneaux? En fait, une fois, j'avais fait un exposé dans une classe de primaire, et un enfant d'une huitaine d'années m'avait demandé est-ce qu'on peut rouler en voiture sur les anneaux de Saturne. En fait, c'était... la réponse est dans un sens oui, parce que les anneaux sont extraordinairement fins. L'épaisseur des anneaux est extrêmement faible. Mais par contre, la taille, en moyenne, hein, bien sûr, mais la taille des particules varie énormément. Ça peut aller de blocs de plusieurs mètres, de plusieurs dizaines de mètres, à des tailles millimétriques ou même micrométriques. Et la composition, c'est essentiellement de la glace d'eau. La glace d'eau, on va la retrouver un petit peu partout dans tout le système solaire extérieur, pour la raison que je vous ai dite, qui est que l'eau, une molécule très abondante en plus, est sous forme de glace dès que la ligne des glaces est passée au-delà de quelque chose comme 4 unités astronomiques. Alors voilà deux autres systèmes d'anneaux qui sont extrêmement différents.
Donc Uranus et Neptune, c'est extrêmement ténu dans les deux cas. En fait, il a fallu attendre les années 70 pour qu'on les découvre. Il est intéressant de noter que les anneaux d'Uranus ont été détectés depuis la Terre. Et comment on a fait ça? Eh bien, on a observé une étoile qui passait, ou plutôt Uranus passant devant une étoile, plus exactement. En fait, on voulait étudier l'absorption par l'atmosphère, on voulait étudier l'atmosphère. Mais en fait, on a eu la surprise de constater que de chaque côté de la planète, le signal tombait à des intervalles extrêmement précis, dans des domaines extrêmement étroits. Et ça, c'était la première démonstration qu'il y avait un système d'anneaux autour d'Uranus. Alors, la même méthode a aussi marché pour Neptune. Et ce que vous voyez là, ce sont des confirmations par la sonde Voyager, dans les deux. Non, ça, excusez-moi. L'image de droite, c'est la sonde Voyager. Par contre, l'image de gauche, je pense que c'est le télescope spatial Hubble. Les satellites aussi montrent une diversité étonnante. Alors là, malheureusement, l'image sort en rouge et c'est un peu dommage. Vous avez Jupiter au fond, bien sûr. C'est un montage qui a été fait à partir des données de la sonde Voyager. Vous avez les 4 satellites dits galiléens, parce qu'ils ont été découverts par Galilée dès qu'il a pointé sa lunette en 1610 sur le système de Jupiter. Vous avez au fond à gauche Io, le plus proche. Ensuite Europe, qui est presque blanc. Ganymède, à droite, en bas à droite. Et puis Callisto, dont vous voyez juste un quartier. Alors Europe intéresse... en fait, il y a des choses à dire à la fois sur Io et sur Europe. Io est le seul objet sur lequel un volcanisme actif a été observé. Et ça, c'est dû à la présence de Jupiter. Les effets de marée sont très forts, ça crée une énergie interne très forte et la surface s'est constamment renouvelée. Alors, Europe intéresse aussi beaucoup les astronomes parce que les théoriciens qui font des modèles sont presque sûrs qu'à l'intérieur, on trouve un océan liquide. Et un océan liquide, ça intéresse beaucoup les gens qui cherchent la vie hors de la Terre. Parce qu'on pense que l'eau liquide est un élément, sans doute pas le seul, mais un élément extrêmement important pour l'apparition de la vie. Autre exemple de diversité, alors ceci, je vous le dis tout de suite, c'est une image, c'est un dessin d'artiste, voilà, une vision d'artiste. Vous savez que la sonde Cassini s'est approchée de Saturne en 2004 et que la sonde Huygens s'est déposée sur la surface en janvier 2005. Et avant l'arrivée de la sonde, voilà une image qui courait fréquemment dans les conférences. On ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver, bien sûr, et voilà ce qu'on imaginait. Puis voilà ce qu'on a vu. C'était moins spectaculaire, sans aucun doute. Mais c'était intéressant quand même. En fait, on a vu des galets. Les galets que vous voyez au premier plan, ils font une quinzaine de centimètres de diamètre simplement. Ils sont très érodés. Et cette érosion, elle prouve qu'il y a eu un flot visqueux ou liquide, sans doute dû à des hydrocarbures, qui les a balayés. Alors, je dois dire quand même que depuis, on a reçu de la sonde Cassini des données radar qui montrent qu'il y a des lacs à la surface de Titan. Il y a des lacs à l'hémisphère nord, enfin dans la région polaire. Ces lacs sont vraisemblablement des lacs d'hydrocarbures à l'état liquide. Donc la première image n'était pas complètement fausse, mais enfin elle n'était pas complètement vraie non plus. Voilà, j'en viens maintenant aux planètes telluriques. En fait, ce que je voudrais un petit peu illustrer, c'est pourquoi ces 3 planètes, Vénus, la Terre et Mars, ont évolué vers des destins aussi différents que ce que nous connaissons aujourd'hui. Commençons par Vénus. Vénus est proche de la Terre, elle est à 0,7 unités astronomiques, presque le rayon terrestre, une densité très voisine. Cependant, elle n'a pas d'obliquité, c'est-à-dire que son axe de rotation est perpendiculaire au plan de l'écliptique, donc elle n'a pas de saison. Et de plus, elle a une rotation extrêmement lente, ce qui fait que le jour sur Vénus dure extrêmement longtemps. L'atmosphère de Vénus est extrêmement dense, puisqu'à la surface, nous avons près de 100 bars. Elle est aussi très chaude, puisque nous avons 730 K, ce qui doit faire quelque chose comme 460 degrés Celsius. Sa composition, je vous disais tout à l'heure qu'on attendait du CO2 et du N2, et bien voilà, effectivement, on trouve du CO2 et du N2, et puis un certain nombre d'autres éléments soufrés. Et la présence de soufre, justement, est responsable de la présence de couches nuageuses de H2SO4, acide sulfurique,
qui sont aux alentours de 50 km et qui rendent la planète opaque au rayonnement visible. C'est ce que vous voyez ici.